Bonjour Aziz, Bonjour Joanne, bonjour tout le monde. merci d'être là pour animer le webinaire sur le retour en milieu de travail. Est-ce que Madame Girard est avec nous aussi? On peut activer la caméra? Oui, je suis avec vous, mais je ne suis pas capable d'activer la caméra. Oui, voilà. Voilà. Bonjour. Donc, bonjour Madame Girard, qui fait partie des invités pour partager avec nous son expérience. Madame Girard est DRH de l'entreprise Plastic Age Products, qui est située à Montréal. Et elle va nous parler un petit peu de comment ça se passe sur le terrain. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Joanne Saint-Onge, je suis présidente du cabinet conseil RHRE. Le cabinet existe depuis 2002 et nous avons des clients et des partenaires sur les différents continents, dont l'Algérie, au Canada bien entendu. Et on est en discussion présentement avec des pays comme le Sénégal et le Togo. Je serai accompagnée de Aziz, mon collègue du cabinet, Aziz Chaïb, qui est avec nous en tant que partenaire d'affaires algérien. Et puis, Mme Girard, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous parler de son expérience. Le déroulement, il est simple. On veut ouvrir la discussion sur les expériences vécues. On veut vous proposer aussi une démarche pour assurer la réussite du retour au travail de votre personnel, parce qu'on sait qu'on fait face à une période sans précédent. Donc, il y a 3 boutons que vous devez avoir normalement en dessous de votre caméra, qui est le premier, qui est le chat. Hein? On voit donc, bonjour Anna. Anna a déjà inscrit. Je n'ai pas l'audio. Il faudrait voir peut-être au niveau de ton support technique si tu peux avoir l'audio. J'espère que tous les participants ont l'audio. Bonjour Léla, ça fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire qui se veut très interactif. Donc, le chat fonctionne. Maintenant, vous aurez aussi des questions qui vont vous être présentées par sondage auxquelles vous pourrez choisir. Bonjour, M. Condy. Comment allez-vous? Et le troisième bouton qui est les questions et réponses sur lequel vous pourrez interpeller et peut-être qu'on pourra ouvrir aussi les micros compte tenu qu'on n'est pas encore à pleine audience. Sans plus tarder, c'est ce qui va faire le tour de nos questions, de nos petites consignes pour suivre et n'hésitez pas à chatter ou à poser les questions au fur et à mesure. Aziz va se faire un plaisir de consigner toutes ces questions-là. Donc, si vous le permettez, je vais commencer la présentation. Réussir le retour du personnel en milieu de travail. On parle bien de retour physique, hein, parce qu'il y a certaines entreprises et aujourd'hui, on touche toutes les catégories d'organisations, tant les organisations publiques que privées, tant les organisations qui offrent des services, que des organisations comme celle de Mme Girard, qui est dans le secteur industriel. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on veut préparer le retour. Et avant-hier, j'étais avec un groupe de commerce international et les gens s'interrogeaient et disaient, nous, on n'aura pas de retour en milieu de travail avant 2021. Ce qui veut dire quand même dans plus de 6 mois. Et là, ce que j'ai répondu à ces personnes-là, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas être bien préparé à votre milieu, alors que d'autres ont dû faire face au retour en milieu de travail. Les professionnels RH vont avoir un rôle particulier. On va avoir d'autres acteurs clés aussi dans ce retour-là. Et il y a quelques mots qui reviennent plus souvent que d'autres. On va parler de sécurité, on va parler de mise en confiance, bien sûr de la santé. Je vous interpelle pour une première question. Quel mot vous vient à l'esprit lorsqu'on projette cette image? Et là, à vous de nous présenter le chat.
Aziz, est-ce que tu peux nous dire les mots qui apparaissent? Le terme coronavirus ou COVID, je vois ici qu'on a dans le chat. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'on nous... On a pandémie, angoisse. Angoisse, donc on voit, il y en a qui parlent de changement, certains parlent de crise. Donc, peu importe où on se situe, dès qu'on affiche coronavirus, et même ça touche toutes les tranches d'âge, la particularité, c'est que ça touche aussi tous les pays, c'est la planète entière, et même les petits. J'ai une petite de 5 ans dans la famille qui appelle ça le coronavirus. Et ça nous met un petit peu d'humour dans cette période un peu difficile. Donc ici, on a quelqu'un que vous connaissez probablement qui nous a laissé, M. Pasteur. Lui, il dit que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. C'est un premier message qu'on veut vous laisser aujourd'hui, de laisser le moins de place possible à l'improvisation dans ce retour en milieu de travail. 5 incontournables sur lesquels on va vous présenter quelques éléments clés et on va vous interpeller aussi à rebondir comment vous voyez cet aspect-là. Donc, le premier, c'est bien sûr la mise en place d'une cellule de gestion. Vous remarquerez qu'on ne parlera pas de cellule de crise, mais une cellule de gestion, parce que dans l'esprit du cabinet RHRE, gérer le retour au travail fait partie d'une étape de gestion, comme une autre étape qu'on aurait à gérer. Avoir une personne responsable. Deuxième incontournable, si les ressources humaines dans votre organisation sont une ressource importante, vous allez y accorder la première place. Les nouvelles règles à communiquer. On sait que lors d'un diagnostic organisationnel, parmi les 3 éléments qui sont souvent défectueux ou déficients, on parle toujours de la communication. Si la communication est un élément clé dans la réussite de tout projet, elle est encore plus un élément clé dans ces étapes, dans ce genre de situation qu'on doit gérer en milieu de travail. Les équipements, les outils de gestion nécessaires, je vais laisser sûrement Mme Girard nous détailler ce qu'ils ont prévu dans leur organisation. Mais ce matin, déjà dans ma boîte aux lettres, j'avais une question qui concernait les équipements et les outils de gestion. Et puis, on terminera avec les prochaines actions parce qu'on souhaite que ce webinaire-là puisse vous amener vers l'action. Première question, on vous a dit qu'on vous interpellait pour le sondage. Avez-vous actualisé ou créé cette cellule de gestion-là dans votre entreprise? On voit qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à répondre. Donc, Adil, tu lèves la main. Oui? Est-ce que tu as une question? Tu peux nous l'envoyer dans le chat, Adil, parce que on est encore en rodage au niveau de l'utilisation de toutes les fonctionnalités Zoom. Quelle est ta question, Adil, soit sur le chat ou encore sur le Q&A? Est-ce que tu vois mon écran? Dans le bas de ton écran, tu as les questions-réponses? Bon, Anna nous dit qu'elle ne sait pas si son employeur a une équipe de gestion là-dessus, mais ça fait partie des questions importantes. Aziz, tu me reviendras si tu retrouves la question de Adil, soit dans le chat, soit dans le question-réponse. Donc ici, on dit que c'est le premier incontournable à mettre en place, cette cellule-là, et elle doit faire partie d'un petit comité ou d'un plus grand comité, dépendamment de la grandeur ou de votre entreprise. Est-ce qu'on parle d'une entreprise de 50 employés, de 300 employés ou de 2000 employés? Ce ne sera pas la même grandeur de la cellule, mais la cellule va être importante et qu'elle soit distincte aussi.
On m'a déjà dit, ça prend le comité de direction peut gérer ça. Le comité de direction a une fonction et des rôles très précis dans une organisation, tandis qu'une cellule de gestion du retour en milieu de travail, c'est différent. Et il y a une personne clairement identifiée avec un rôle de responsable du dossier qui va avoir des responsabilités supplémentaires au niveau de la coordination, au niveau de recevoir les demandes, les commentaires, etc., pour ramener ça et peut-être de régulariser les différentes rencontres. Ça va prendre du leadership. Hein? Tant au niveau de la cellule que du responsable que vous allez nommer, parce qu'il y aura des nouvelles règles à mettre en place. Si cette personne-là n'a pas un niveau de leadership, le changement ou les nouvelles règles que vous allez mettre vont être difficiles à appliquer. Processus de décision. On sait que dans différentes organisations, on a des hiérarchies grandes comme ça, 7 à 8 paliers. D'autres organisations, on a des hiérarchies un peu plus minces, 2 à 3 paliers. C'est sûr que cette cellule de gestion-là, si ça prend une semaine à avoir une décision pour l'achat d'un équipement ou pour donner le go de la date d'ouverture, bien à ce moment-là, ce n'est pas efficace. Donc, vous devez vous assurer que le processus de décision, il est clair pour chacun et il est le plus efficace possible. Troisième point par rapport à cet incontournable-là, la chaîne d'approvisionnement. J'ai eu l'occasion de participer à d'autres webinaires qui étaient au niveau de la Chine ou de Shanghai. On sait que les pays qui sont de l'Est ont commencé le déconfinement depuis déjà un peu plus qu'un mois. Donc, on peut profiter de leur expérience. Un des éléments qui a été partagé dans les expériences, c'est de prendre soin de la chaîne d'approvisionnement. Et ça, je vous interpellerai, Mme Girard, tout à l'heure sur votre chaîne d'approvisionnement parce que quand on parle de gérer le retour, c'est sûr qu'on va contrôler l'environnement interne. On parle de notre personnel, on parle de nos cadres et tout ça. Mais maintenant, si on a des fournisseurs, après un mois, 2 mois, on sait qu'ils peut-être ils n'ont pas le même rythme que nous, peut-être qu'ils ne seront pas ouverts, peut-être qu'ils sont fermés. On a peut-être des clients aussi à desservir qui vont venir dans l'entreprise ou l'organisation. Quelles sont les mesures qu'on va mettre en place? Ici, on veut attirer votre attention sur tout ce qui va être l'externe de l'entreprise. On gère le retour du personnel, mais on doit aussi gérer toutes les personnes qui vont venir de l'externe. Pour ceux qui sont au Québec, il y a un monsieur qu'on connaît bien aujourd'hui qui est le docteur Arruda parce qu'il a fait partie des points de presse quotidiens du gouvernement. Le gouvernement, on va voir dans la réglementation, est le premier à imposer ces éléments-là. Il nous dit, arrêtez tout, c'est facile. C'est vrai. On met tout le monde au confinement, tout le monde chez soi. Mais par contre, de repartir va être un grand défi pour différents considérants. Joanne, si tu permets, parce qu'il y a une question de M. Chaldis, où tu continues. Non, tu peux y aller. OK. Alors, M. Chaldi qui pose la question, est-ce qu'il y a déjà un comité de gestion de crise contre les catastrophes avec des pilotes et des responsables par pôle d'activité? Merci, Adil, pour ta question qui est très pertinente. Et d'ailleurs, dans une autre vie, j'ai eu à gérer ce qu'on appelle des comités de plan d'urgence. Et c'était ça, les cellules de crise, les cellules de catastrophe, évacuer s'il y a un incendie, s'il y a un déversement de produits chimiques, etc. Ici, Adil, on ne fait pas référence à cette cellule-là. On peut prendre l'architecture de cette cellule-là, les responsables qui sont là, pour dire, bon, ben, ça va être la cellule de gestion retour au travail, retour en milieu de travail. Parce que là, on n'est pas sur l'évacuation, on n'est pas sur les produits dangereux. On est vraiment, quelles sont les mesures sécuritaires pour récupérer 100% de notre personnel au travail? Mais si déjà l'entreprise ou l'organisation avait une structure de plan d'urgence, c'est une structure un petit peu semblable qu'on veut proposer ici par rapport à cette cellule de gestion-là. Si je n'ai pas répondu, Adil, tu pourras revenir à la période de questions.
Je vais enchaîner pour éventuellement passer la main à Mme Girard. Donc, on a dit le deuxième incontournable, c'était le personnel. Je vous pose la question, est-ce que votre organisation elle a un service au travail, un service de santé au travail? Ici, on dit, il n'y a personne qui a répondu oui. Non, la plupart ont répondu non. Il y en a une certaine proportion qui a répondu à l'externe. Nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, si à l'intérieur de votre organisation, vous n'avez pas au minimum une personne qui s'occupe de la santé du personnel, vous devez en nommer une présentement parce qu'elle aura des particularités d'information et d'intervention de santé. Sinon, vous devrez identifier quelqu'un de l'externe, que ce soit médecin, infirmier ou gestionnaire de santé au travail, mais ça va être important aussi d'avoir ce professionnel-là qui va venir nous aider à gérer les dossiers de santé par rapport au retour au travail et les questions, comme on va vous proposer un formulaire de retour au travail aussi. Donc, quand on dit le personnel d'abord, premier acteur clé, la cellule RH, la direction ou le service RH. Le deuxième, tous les responsables services de santé ou les gestionnaires, les nouveaux gestionnaires à qui vous pouvez confier ce dossier-là. La base de données du personnel. Une des difficultés, et peut-être Adil pourra le mentionner à la fin, quand on est dans les plans d'urgence, parmi mon expérience vécue, on avait de la difficulté à rejoindre le personnel, que ce soit par téléphone, et à cette époque-là, on n'était pas trop par email. Donc, on doit avoir une base de données si on n'a pas un système d'information complet qui nous permet, quand c'est le temps de faire les comités ou de réagir, de rejoindre rapidement les personnes. On ne peut pas commencer à faire l'actualisation de ces données-là. Et on aura besoin aussi de ce qu'on appelle le dossier de santé. C'est quand est-ce que la personne a déjà été diagnostiquée du coronavirus? Est-ce qu'elle a eu une mise en quarantaine? Donc, le système d'information va être important. L'état de santé physique et psychologique. Souvent, quand on parle de santé au travail, on parle d'accident de travail. Mais aujourd'hui, le coronavirus, et on l'a vu dans la première question qu'on a dit, il y a quelqu'un qui a parlé angoisse, anxiété. Il y a des détresses psychologiques. Hein? J'ai parlé de tous les... C'est sûr que quand on parle des travailleurs, on parle des personnes de 16 ans et plus à 70 ans et plus, il n'y a pas de souci. Mais l'état psychologique va prendre une grande place. Et il y a un nouveau facteur aussi par rapport aux entreprises occidentales, et là je parle d'Amérique du Nord, Europe, c'est d'intégrer le souci de la famille dans cette gestion personnelle-là. Peut-être qu'il est déjà là dans la gestion habituelle, mais la composante familiale va être très importante dans la façon de gérer le retour. L'élément formation. Est-ce que vous connaissez le YACA? Il y a Aziz qui sourit, là. Le YACA, ça fait référence à quoi, le YACA? Dans le chat, Aziz, on voit quoi? Ton micro est fermé, par contre? Il y a des gens qui disent non. Non? Ouais. Le YACA, pour moi, c'est la pensée magique un peu des gestionnaires qui disent « Ah, il n'y a qu'à les faire entrer, leur donner l'heure et leur dire d'aller à leur poste et tout va reprendre. » Ça, je vois que notre ami Leila connaît très bien ce YACA. Cette expression-là, le YACA. Moi, je vous dis ce matin, méfiez-vous du YACA. Hein? Et ne faites pas les coins ronds quand il va s'agir de la formation. Même si c'est 1 heure de formation pour le retour, pour s'assurer de l'état physique, psychologique de chacun, que chacun n'a pas trop d'anticipation ou encore d'anxiété par rapport à reprendre son poste de travail. Il y a des aménagements physiques qui vont avoir changé. Donc, on fait appel à la gestion du changement.
La formation, elle doit être faite selon les règles de l'art pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, ce retour au travail. Et il y a M. Brault ici, qui est un CEO de Siemens. Siemens est une entreprise canadienne-québécoise avec un bureau à Shanghai et qui nous dit, lui, pendant la période de confinement et de gestion à distance, il a utilisé beaucoup l'humour. Et cette semaine, j'ai été interpellée, Joanne, comment on développe l'humour avec son équipe? Bien, ça pourra faire partie l'objet d'une discussion sur un autre webinaire. Je vois rapidement le temps avancer et j'ai très hâte de passer la main et d'entendre Mme Girard. Donc ici, on parle rapidement des nouvelles règles à communiquer. Adil, ça va sûrement te rappeler des souvenirs. On projette Aluminium du Maroc, qui est une industrie de fabrication de profilés d'aluminium que l'on a accompagné pendant plus de 5 ans dans leur développement et dans leur croissance. Définir les mesures sanitaires obligatoires et voir la réglementation. On a parlé des gouvernements qui imposent déjà des réglementations qui vont être différentes selon les secteurs d'activité. Est-ce qu'on est dans l'enseignement? Est-ce qu'on est dans l'industrie? Est-ce qu'on est dans les services essentiels? Tout ça fait appel à une réglementation différente que l'organisation, le comité de cellules doit discuter. Est-ce qu'on va obliger le lavage de mains, le port de masque? Avant-hier, j'ai fait rigoler les gens parce que j'ai parlé de prendre la température. Peut-être que la température pour rentrer au bureau, c'est plus ou moins une mesure sanitaire. Mais je vous assure que si vous rentrez dans les structures agroalimentaires, où là, on est en contact avec l'alimentation de base qui s'en va dans les marchés, la prise de température, elle est faite, particulièrement quand on va côtoyer toute la chaîne alimentaire. La période de quarantaine. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans mon vécu, ça va être une première expérience avec les clients d'accompagner et de gérer cette période de quarantaine-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance du système d'information. Vous aurez des questions précises à poser à votre personnel avant d'entrer en milieu de travail sur est-ce qu'ils ont passé des périodes de quarantaine, pour quelles raisons, et vous aurez des décisions à mettre en place sur, une fois le retour de travail assumé, qu'est-ce que vous faites lorsque quelqu'un est diagnostiqué, comment vous enclenchez la période de quarantaine et son suivi qui va avec. Réorganiser le travail et les espaces, deux petits exemples rapides et après je laisse la parole à Mme Girard. Les espaces de travail. La première chose qui est dans les mots qui sont importants, c'est un retour graduel. Est-ce qu'on va retourner 20%, 40%, 50% du personnel? Comment on va aménager les horaires? Est-ce que les personnes vont venir 3 jours, une semaine, un autre groupe 2 jours? Il y a tous les cas de figure qu'on peut entendre. J'ai entendu des partages de 3 jours, 2 jours. J'ai entendu des partages de un groupe venait le matin, un autre groupe venait le soir, jusqu'à ce qu'on ait une cellule et qu'on soit rendu au 100% du personnel. Les espaces de travail, c'est sûr, on ne pense pas uniquement au poste, mais beaucoup à la cafétéria aussi. Hein. C'est là où il y aura les échanges avec les personnes, les pauses café, etc. Pardon, Joanne, si tu permets, en 1 minute rapidement, puisque c'est un point fort, le multiculturalisme. Il y a une question de notre Anna Dalia. Dans une équipe multiculturelle, l'humour est délicat. Nous avons déjà vécu cet aspect dans la réalité de télétravail. Brièvement, comme ça, on passe la parole après à… Oui, c'est vrai, Anna. Merci pour soulever ce point-là, parce que, mais quand on cite l'exemple de M. Brault, et c'est une équipe à Shanghai, donc tu peux déjà présumer qu'ils sont déjà multiculturels. Mais en quelque part, organisationnellement, on connaît les individus aussi. Il
il doit y avoir une certaine intelligence culturelle et une intelligence émotionnelle pour utiliser l'humour adéquat qui va convenir et qui va aussi déstresser l'équipe. Hein? C'est un outil, l'humour. Je pense qu'il faut l'utiliser, comme tu mentionnes, avec doigté, mais ce n'est pas parce qu'on a une équipe multiculturelle qu'on ne pourra pas se permettre de faire des blagues, là. Hein? Puis, il y a chacun qui peut avoir aussi son tempérament là-dessus. Moi, j'ai travaillé dans tous les pays et j'ai apprécié les différentes formes d'humour, qu'elles soient à Abidjan ou en Haïti ou encore en Algérie. S'il n'y a pas d'humour, je pense que c'est un peu terne et un peu triste comme milieu de travail. Donc, Madame Girard, sans plus tarder, on vous laisse la parole. Et là, je vais, en vous demandant comment ça se passe le retour en milieu de travail dans votre entreprise. Merci beaucoup. Écoutez, je vais commencer par vous parler un petit peu de Plastic Age. Qui est Plastic Age? L'ADN de Plastic Age. En fait, Plastic Age est une manufacture. C'est une entreprise qui a été fondée en 1969. C'est un fabricant de pièces de plastique. On se spécialise dans le moulage par injection et on a également un département d'extrusion qui fait du profilé de plastique. Donc, on est dans vraiment la manufacture. On a 300 employés. On parle de multiculturalisme. Écoutez, on a au moins 15 différentes nationalités qui représentent le bassin là, de la main-d'œuvre chez Plastic Age. 20% de notre main-d'œuvre a plus que 20 ans d'ancienneté. Donc, l'ADN de Plastic Age, au moins un tiers de notre main-d'œuvre est là depuis des années. Donc, ils ont vécu avec nous, ils sont très engagés. Donc, toute cette crise qu'on a passée, parce que nous, on est de retour au travail, on a été arrêtés, mais on n'a pas été arrêtés très, très longtemps. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais on a été arrêtés pour quelques jours et on a repris graduellement et maintenant, on est à 100% de retour au travail c'est une entreprise, comme vous avez mentionné, qui est au Québec, qui est à Montréal, sur l'île de Montréal, où le foyer, où ça a été, on a parlé beaucoup d'un endroit très chaud, parce qu'on est au Canada, la place où ça l'a frappé le plus fort, la pandémie, ici au Canada. Donc, à Montréal, on est situé sur l'île. Juste pour revenir un petit peu sur l'entreprise, c'est une entreprise qui... Chantal, oui? Juste me redire un petit peu, quel a été votre temps de confinement? Et parce que là, j'ai retenu que vous êtes à 100% de vos 300 employés. Oui, effectivement. Bien, on a peut-être 250 de retour, là, 260, mais on est à 100%, on est revenu à l'entreprise, effectivement. Notre temps d'arrêt, je vous dirais, complet, était de 3 jours. Donc, nous, là, pour se préparer pour un retour au travail qui était sain et où on a mis les mesures en place pour protéger nos employés, a été très court, notre période de pouvoir se préparer pour ça. Cependant, on a vu au tout début de la pandémie, là, quand ça a commencé, on avait beaucoup de rencontres entre gestionnaires au niveau de la direction pour voir à tous les jours qu'est-ce qui se développait, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Nous, dans l'entreprise, c'est une hiérarchie très aplatie. Donc, on n'a pas une grosse hiérarchie avec beaucoup, si jamais on a besoin de quelque chose, on n'a pas 50... C'est direct, là. C'est ça, c'est pas mal direct pour pouvoir obtenir quelque chose qu'on a besoin. Donc, dès le début, on a vu venir, nous, les RH, on a également chapeauté la santé et la sécurité au travail. Donc, on a comme les deux chapeaux. Lors du retour, c'était quand même assez facile pour nous de pouvoir mettre les mesures en place, mettre les directives en place, s'assurer que nos superviseurs les suivent. Puis en même temps, on s'est préparé aussi, quand vous avez parlé tantôt un petit peu de se préparer à avoir les dernières les informations sur nos employés, leur numéro de téléphone, leur adresse email, toutes ces choses-là, on a eu comme une semaine pour s'assurer qu'on avait ça dans nos dossiers, alors qu'ils étaient encore à l'entreprise à la fin de mars. Donc, les RH, avec les directeurs, on s'est assuré qu'on avait tout ça en main en vue d'une fermeture qui s'en venait pas mal imminente. On a fermé le 24 mars et là, tout le monde était retourné au travail. Donc, les RH se sont mis, avec les directeurs de chacun des départements, se sont mis à rappeler chacun de nos employés pour voir comment
comment ils vivaient ça. On a eu des appels, on était très proches de nos employés durant tout ce temps-là. Et quand on a voulu ramener les personnes au travail, parce qu'on est une entreprise manufacturière, oui, on fait des pièces de plastique, mais on les produit pour des secteurs d'activité qui étaient essentiels. Et c'est pour ça qu'on est obligé de revenir, c'est-à-dire qu'on fournissait des secteurs essentiels. On n'était pas essentiels en nous-mêmes, mais on a des clients qui l'étaient. Donc, on a dû revenir. Et le gouvernement nous permettait de revenir en mettant certaines mesures. Donc, les premières mesures qui ont été mises en place, c'est sûr que le docteur Arruda parlait beaucoup. Distanciation, le 2 mètres, tousser dans nos bras, ne pas se serrer la main. Les 4 mesures de Les base. 4 mesures de base, c'est ça. Laver nos mains souvent, puis essayer d'avoir une bonne distanciation. C'est sûr que l'entreprise, n'ayant plus 300 employés, mais ayant une dizaine d'employés par quart de travail, bien, c'était plus facile à gérer. Fait qu'on a mis en place, on a eu cette chance-là. On a ramené une dizaine d'employés. On n'a pas suivi le rappel suivant la convention collective parce que juste avant, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse au niveau de nos employés. On leur fournissait le plus d'informations possible pour diminuer cette angoisse-là. On avait un bon contact, autant les directeurs que les directeurs de ressources humaines, avec nos employés, ce qui permettait de descendre un peu la pression. Mais quand on est parti, bien, il a fallu quand même suivre cela avec ceux qui étaient à la maison. Et ceux qui étaient revenus au travail, bien, ils nous ont aidés à mettre en place les mesures pour revenir tranquillement, pas trop vite. Donc, on leur a fait essayer, on parlait tantôt de l'équipement, on leur a fait essayer 4-5 sortes de masques, des visières. Vous aviez comme un groupe pilote pour… On a utilisé nos 10 employés qui étaient de retour au travail par quart de travail comme projet pilote. Okay. En fait, puis on sait très bien que forcer un employé à porter quelque chose qui n'est pas confortable, bien, ça le rend plus difficile à l'implanter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des masques, on a acheté des visières, on a mis le nettoyage des mains obligatoire et tout ça. Et on leur a demandé de les essayer et de nous dire qu'est-ce qu'ils préféraient. Et par la suite, on a bien sûr acheté, on s'est assuré d'avoir en quantité nécessaire tous les équipements de base en prévision du retour au travail plus tard, avec toute la grande masse. Donc, si vous permettez, parce que c'est très important l'information que vous partagez, je pense, avec nous aujourd'hui. Et ça revient à dire, en quelque part, que l'élément clé à ce stade-ci, parce que vous allez avancer dans votre présentation, l'élément clé qui apparaît beaucoup, c'est la communication. Hein? Vous avez maintenu une communication très de proximité entre le gestionnaire et l'employé. Ça peut faire partie sûrement des facteurs de succès de votre retour au travail. Et quand vous dites les mesures de base que vous avez mis en place ou les équipements, je sens en quelque part que vous avez mis ou vous avez responsabilisé les individus. Et dans votre gestion de changement en même temps, parce que c'est des changements majeurs, là. Hein? On interpelle toutes les personnes qu'on croise aujourd'hui, tu es retourné au travail ou autre. Et les gens le disent, ben c'est pas du tout la même chose que ce que je faisais avant le confinement. J'ai une question par rapport au télétravail. Parce qu'on sait que vous avez majoritairement du personnel opérationnel, mais vous avez sûrement du personnel qui est un peu plus cadre ou d'ingénierie ou de service. Comment ça a fonctionné pour le télétravail? C'était déjà présent ou pas? Ça n'était pas présent. Comme je disais, c'est une entreprise qui favorise beaucoup le contact humain. Donc, pour les propriétaires qui sont très proches de leurs employés à tous les jours, bien, pour eux, c'est important d'être à l'entreprise. Donc, tout le télétravail, toute cette philosophie de télétravail-là n'est pas quelque chose qui est implanté chez nous. Donc, quand le docteur Arruda parlait justement de favoriser le télétravail chez nous, ça a été, il a fallu faire appel beaucoup au IT pour qu'on mette en place la plateforme très rapidement pour permettre le télétravail. Puis, ça s'est fait. Ça s'est fait. Les personnes ont travaillé beaucoup en télétravail, mais je vous dirais que maintenant qu'on est revenu, le télétravail est bien, mais ça fait une distanciation ou une distance avec le cœur de l'usine qui fait en sorte que, non pas que les personnes étaient moins responsables ou quoi que ce soit, mais ça leur manquait. Quand ils sont revenus au travail, ça leur manquait d'être au travail. C'est le fun, le télétravail, ça a des beaux côtés, mais le côté humain
est très important. Puis chez nous, bien, ce qui fait notre force, c'est le côté humain. Donc, les personnes... Je suis contente de vous l'entendre dire. Peut-être qu'il y a même une anecdote, hein, je pense, de votre CIO principal qui apprécie, lui, donner la main à chacun. Hein? Oui, effectivement. Nous, les propriétaires sont très proches, comme je dis, des employés. C'était pas, avant la pandémie, ils passaient autant dans la manufacture que dans tous les bureaux des personnels administratifs pour leur dire bonjour à tous les matins, serrer la main. Là, avec la distanciation, ça a été drôle parce que justement, au début, on ne pouvait plus serrer la main, mais ils passaient quand même pour dire bonjour. Et durant le temps de la pandémie, quand les personnes faisaient beaucoup de télétravail, moi, j'étais en tant qu'RH, j'étais au bureau et j'avais les propriétaires qui étaient là à tous les jours à peu près. On était un petit nombre d'employés en haut et on pouvait voir que ça nous manquait. Ça manquait autant aux propriétaires que ça pouvait probablement manquer aux personnes qui étaient à la maison. Et je vous dirais également que les personnes qui sont venues travailler tout de suite après, au début de la pandémie, ils n'ont pas vécu autant de stress. Oui, les premières journées, c'était stressant, mais le fait qu'on a travaillé ensemble et on a mis cette distanciation-là et tout le monde la respectait, il y a comme une chimie qui s'est faite. On a changé notre manière. On ne peut plus parler autant, on ne peut plus s'approcher autant de personnes, mais on pouvait quand même partager. Et les personnes qui étaient là, ça n'a pas été aussi difficile psychologiquement pour eux que les personnes qui sont restées à la maison. Donc, avec eux... Oui. Là, vous soulevez un point important qu'on dit justement... Pardon, si vous permettez, mesdames, il y a une question posée par notre ami Chelgi. C'est concernant au niveau de la production, Madame Girard. Donc, comment vous avez pu organiser le temps par rapport à ce temps-là et les équipes de production tout en respectant les distances exigées? En fait, nous, ce sont des opérateurs qui sont sur des machines. Donc, ce qu'on a fait, c'est, là, on avait plus de place. On a mis une certaine distance entre chacune des personnes. Le contact humain était plus facile. Petite équipe, facile à donner l'information. On a mis des plexiglas en place pour les places où les personnes ne peuvent pas être à une certaine distance. On a donné le masque. Mais la communication était beaucoup verbale dans ce temps-là. Mais tout ce qu'on faisait, on l'a écrit. On l'a écrit, on a mis un guide en place en prévision de justement où la masse, 50% de notre masse est revenue dans les environs du 11 mai. Donc, le retour au travail de ces personnes-là s'est fait avec un guide. Donc, on a donné un guide, des masques à toutes les personnes qui rentraient. Qu'est-ce qui avait été mis en place? Qu'est-ce qui changeait chez nous? En gros, ce qui a changé chez nous, c'est la facilité qu'on avait d'aller discuter avec les autres personnes. C'est ça qui est un petit peu plus difficile. Les personnes pouvaient beaucoup discuter. Ils discutaient de famille, ils discutaient de toutes sortes de sujets sur leur espace de travail. Ça s'est réduit un petit peu plus parce qu'on ne peut plus se promener d'une place à l'autre pour différentes raisons. Une des raisons, c'est qu'on est en pandémie malgré tout. Donc, il faut que moi, en tant qu'RH, je sache avec qui tu as un contact, advenant le cas où la personne développe les symptômes de COVID. Donc, on ne peut plus permettre cette proximité-là qu'on avait avant et c'est la grande différence qu'on a chez nous. C'est sûr que le temps des pauses a été changé également. Les méthodes qu'on faisait avant, on ne peut pas envoyer autant de personnes dans la cuisine. Donc, le temps des pauses a changé. Le fait que les personnes pouvaient se promener un petit peu plus, bien, c'est plus autant permis. C'est des directives qui ont été mises en place pour que les personnes se promènent un peu moins. Est-ce que vous pensez, il y a des gens à travers les forums qui ont parlé qu'ils avaient initié, parce que justement, des organisations vont rester à distance pour encore 6 mois. Et là, le besoin des individus de ce contact-là n'est pas comblé. Il y a des entreprises qui ont commencé à mettre en place des happy hours. Des happy hours virtuels qui ne traitent pas du travail, qui permettent juste aux gens de se dire bonjour, de parler un petit peu, d'avoir cet espace-là de conversation ou de contact qu'ils avaient les uns avec les autres. C'est sûr que c'est des changements à vivre pour tout le monde, mais je crois il y a un élément aussi, la créativité des uns et des autres. Il y a des organisations qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Oui. Je sais, nous, on n'a pas eu à mettre en place là, des
des happy hours virtuels. Cependant, il y a une chose qu'on a faite qui nous a beaucoup aidé, c'est dès le début de la pandémie, tous les membres de mon équipe appelaient systématiquement, tous les semaines, tous les employés qui étaient en arrêt de travail pour savoir comment ils allaient, pour avoir ce contact qui était important chez nous, pour savoir comment ils allaient, est-ce qu'ils avaient contacté le virus, est-ce qu'il y avait des personnes, on était à l'écoute de toutes les problématiques qu'ils pouvaient avoir et on s'était fait un tableau où on appelait à tous les jours les personnes avec ce qu'ils nous disaient. Donc, n'importe qui de notre équipe qui rappelait cette personne-là avait l'historique en arrière de eux. Ce qui a beaucoup aidé parce que au tout début, on a ramené sur une base volontaire, mais éventuellement, il faut forcer les personnes à revenir au travail. Il faut mettre en place, nous, on a mis en place certains critères qu'on était prêts à respecter, puis à permettre à tout le monde, supposons des problèmes de garderie, des problèmes d'école. Il n'y avait plus d'école, les parents, Exact, ils ne c'est pouvaient pas ça, c'est envoyer la les enfants nulle gestion de part. la famille, là. C'était toute la gestion de la famille qui était importante. Je vois le temps avancer, c'est super intéressant, mais je vais aussi aller chercher le pouls de nos participants. Puis il nous reste un petit peu de contenu à voir, si vous le permettez, Madame Girard. Peut-être encore une minute, si vous avez quelque chose? Mais en fait, tout ce que je peux dire, c'est le retour a été fait très graduellement. Quand les personnes sont toutes revenues, la communication est très importante. Donc, à partir de maintenant, toute personne qui est malade, supposons, a eu une directive. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes malades? Qui a le droit de revenir sur l'espace de travail et comment on va avertir si jamais. Et on doit être, moi, je touche vraiment du bois, on est 300 employés et depuis qu'on est au retour de travail, même avant, on n'a aucun cas de coronavirus dans notre entreprise. Donc, je n'ai pas eu à gérer cette crise. J'ai eu des presque, c'est-à-dire une personne qui pensait que, et comment ça nous a permis de savoir, OK, avec qui ils étaient, toutes les procédures qui ont été mises en place, qui ont eu des contacts avec eux, qu'est-ce qu'on fait? Et on sait qu'à partir du moment où un cas serait déclaré, on sait qui aller voir, comment les mettre en quarantaine en attendant de voir si ça va se propager. Donc, ça, c'est toute une nouvelle gestion, puis en même temps de l'information, comment elle est consignée. Oui, puis c'est important, nous autres, ici au Québec, tu ne peux pas donner comment la santé ou en tout cas un diagnostic si l'employé ne te permet pas de le donner aux autres employés. Donc, toute la gestion de comment est-ce qu'on annonce aux autres personnes qui ont été en contact sans dire qui était la personne qui a maintenant cette maladie-là, à moins d'avoir le OK de cette personne-là. L'aspect confidentiel, oui. L'aspect confidentialité des informations qu'on a. Donc, c'est une crise qui n'est pas facile à gérer. Bien, bravo, en tout cas, à ce stade-ci, de ce que vous nous exposez. J'ai l'impression que Plastic Age, de par son management de proximité, a réussi justement à mettre en place les bonnes mesures qui font que le personnel a confiance, puis le personnel se sent aussi appuyé là, tant dans ses angoisses que les mesures physiques, parce que je pense l'aspect psychologique. Il y en a Dalia que je vois ici qui nous dit nous, ça n'a pas fonctionné les happy hours parce qu'elle parle de 5 à 7 jeudi soir, les obligations familiales, etc. Bien, Anna Dalia, le happy hour, ben, ça peut être une créativité ou une proposition. Le 5 à 7, de 5 heures à 7 heures ne fonctionne pas. Ben, peut-être de midi et demi à 1h30, il fonctionnerait. Donc, c'est de voir aussi, de ne pas rester, s'il y a une mesure qui est lancée, qui réussit plus ou moins, aller voir une variante ou aller voir d'autres choses. C'est là qu'il faut interpeller la créativité des uns et des autres. Il y a Léla aussi qui nous dit « Très belle démarche anticipée et qui se déroule au fur et à mesure, trouver les bonnes actions au fur et à mesure. » Oui, Léla, il y a des actions qu'on trouve au fur et à mesure parce que l'exemple de Plastic Age était qu'on a 3 jours de fermeture. Après ça, on doit rentrer et on doit faire. Mais encore là, j'insiste, les entreprises qui sont actuellement fermées depuis déjà 3 mois et plus n'ont aucune raison de ne pas prendre le temps de faire les guides, de faire les communications, de bien penser aux mesures qu'ils vont mettre en place. Donc, si vous le permettez, je vais terminer un petit peu la présentation pour passer, parce qu'on est déjà à moins 10 et on sait qu'on veut respecter le temps pour tout le monde.
pour que je puisse donner la parole à Aziz qui va gérer les autres questions qu'on n'a peut-être pas prises. Donc, les équipements, les outils, on m'a posé la question, est-ce que le télétravail va demeurer? C'est presque 100% officiel que le télétravail va demeurer. Il y a des entreprises, des individus qui l'ont découvert avec ses avantages et ses inconvénients. Un élément, peut-être, Madame Girard, à prendre en considération, faire un petit sondage en ligne. Je sais que vous êtes très proche et que vous avez le pouls de votre personnel, mais le faire de façon anonyme permettrait peut-être aux gens de dire des choses qui sont moins à l'aise de dire en face à face. Quand on parle d'outils de gestion, on fait référence au système d'information. Les formulaires de retour, on pourra envoyer aux participants un exemple de formulaire de retour qu'on propose, c'est-à-dire des questions qu'on va aller chercher l'information avant de réintégrer les individus. Ce n'est pas le sondage en ligne, mais c'est vraiment des informations de base avant de réintégrer la personne. Les sondages, on en a parlé, les checklists qui sont vraiment pour chaque entreprise, c'est quoi les éléments avant qu'on donne le go? On dit c'est le retour à 100% à partir du 20 juin ou à partir du 1er juillet, etc. Les prochaines étapes ici, il y a quelques éléments qui n'ont pas ressorti jusqu'à maintenant dans la présentation. L'évaluation des coûts et les budgets. Sûrement que votre directeur financier a dû dire, ben, si on veut mettre des masques pour tout le monde, et là, on nous parle beaucoup que les budgets ont éclaté aussi par rapport aux équipements. Les bonnes pratiques, qu'est-ce que le SMCA? C'est une norme ISO. Pour les entreprises qui sont certifiées, vous le connaissez. Et nous, on dit pas nécessaire d'être ISO pour avoir les bonnes pratiques. Et s'il y en a parmi l'auditoire qui veulent avoir un peu plus de détails sur le système de management de continuité des activités, mon collègue, M. Aboubirk Saali, aura une présentation de webinaire la semaine prochaine, mardi le 16. Je vous invite à vous inscrire. Il en parlera plus en détail. Et puis, il y aura un groupe de co-développement. Il y a un monsieur qui est bien connu des gens du management, M. Mintzberg, qui est une sommité en gestion organisationnelle, qui lui dit, ben, on n'a pas le choix, l'heure est à la collaboration, tant à l'interne qu'à l'externe, entre les entreprises, entre les pays ou autres, de collaborer pour que chacun ait les meilleurs résultats. Donc, avant d'aller à la conclusion, je passe la parole à Aziz sur la période de questions ou pour interpeller notre auditoire s'il y a d'autres choses. J'ai une question ici de M. Adil. C'est pour Mme Girard. Donc, quels étaient les postes agiles dans votre entreprise? Agile voulant dire critique? Ah, je ne sais pas. C'est notre ami Adil. Il pose la question, poste agile. Je ne sais pas exactement c'est quoi pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire, Adil? Je vais voir si on peut ouvrir les micros de chacun. Adil, est-ce que tu peux nous revenir sur la notion de agile? Si je pourrais peut-être élaborer sur... Oui. Oups. Adil. Alors, ce que je pourrais faire, c'est les postes qui étaient à risque, plus à risque. Oui. Et on vous entend. Oui, on t'entend, Adil. Alors, l'agilité, bon, désolé, mais on travaille beaucoup plus actuellement sur l'aspect agilité, ça veut dire le télétravail, ou les postes sur qui on peut vraiment travailler à distance, notamment les IT, les contrôleurs de gestion, les acheteurs qui ont du travail plutôt avec la clientèle et les fournisseurs. Il y a certains postes et tout ça pour alléger
le nombre des salariés au niveau des bureaux, au niveau des administrations. Tu peux nous situer, Adil, je m'excuse, Adil, tu peux nous situer sur dans quelle ville tu es et ton entreprise un peu? OK, ben, bonjour tout le monde, Adil Chelgui, directeur général adjoint de la société Maroc Énergie. C'est une société spécialisée dans le montage, la fabrication des panneaux photovoltaïques et il y a aussi une partie des installations, notamment les grandes installations industrielles. Alors, il y a la partie production, du montage, c'est du travail en chaîne. Il y a du robotisme, il y a de l'automatisme, mais il y a bien sûr des personnes, des techniciens qui doivent conduire bien sûr les machines. L'autre partie, c'est la partie technologie, bureau d'études et système info, comptabilité, finance, direction générale. Donc, et vous êtes situé à Casa, hein? 600. Casa, exactement, à Casablanca. D'accord. Ouais. Aziz, si tu permets, parce qu'on va aussi pouvoir Oui. donner la parole peut-être à d'autres. Adil, pardon. Ta question finalement pour Mme Girard concernait plus le maintien du télétravail pour les postes qui ne sont pas en production. C'est bien ça? Du tout, c'est pas du télétravail. Alors nous, on a adopté pour le même principe de gestion qui a été adopté, ça fait 2 ans par le groupe américain Apple. On a identifié certains postes qui ne nécessitent pas une présence à temps plein au niveau des bureaux. Et on a, bien sûr, tout ça nous a poussé à identifier des résultats et des projets à réaliser par jour et par semaine et par mois, avec même de la communication et de la vidéoconférence chaque jour avec les responsables pour que le travail continue à faire. Et parmi ces postes-là, on a les commerciaux, on a aussi, bien sûr, tout ce qui est analytique, contrôle de gestion et finance, et on a les systèmes info. On est à cette phase-là. Mais cela nous a poussé à revoir toutes les fiches de poste et des postes concernés par cette agilité ou le télétravail. Mais en fait, ce n'est pas du télétravail. On travaille par projet et par résultat à réaliser. Ça veut dire que la personne peut travailler le soir et ce qui est important, c'est que le travail doit être fait dans le temps voulu. Le télétravail, on pourrait en reparler, Adil, mais il fait référence à un travail à distance. Autrement dit, toutes les personnes qui sont en dehors du milieu de travail sont en ce qu'on appelle en télétravail. En fait, si je peux juste intervenir, nous, chez nous, en fait, chez Plastic Age, comme je disais, ce n'est pas une philosophie qui était vraiment développée de pouvoir travailler à distance parce que ce n'est pas ce qui est priorisé chez nous. Cependant, nous, on est comme une entreprise, moi j'aime bien dire, on est tous des petits entrepreneurs. Donc, l'entreprise laisse cette latitude-là aux dirigeants. Un chargé de projet n'est pas nécessaire qu'il vienne au bureau tout le temps, puis il n'est pas nécessaire qu'il fait du 9 à 5 non plus. Il peut travailler en soirée, il peut faire du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on permettait déjà chez nous. On n'avait pas besoin d'une règle écrite. C'est la beauté de chez nous. C'est la beauté de chez Plastic Age, c'est qu'on fait beaucoup confiance aux employés et ça depuis très longtemps. Le fait qu'on est obligé d'en mettre plus sur la plateforme qui travaille en télétravail parce que ce n'était pas une philosophie qu'on avait, on l'a fait. Est-ce que ça nous pousse à repenser notre manière de fonctionner? Je vous dirais non, parce qu'on avait déjà cette tendance-là à faire confiance à nos employés. Donc, on n'a pas cette demande ou cette pression de mettre en place des directives pour ça. Chaque personne, moi comme première personne, je suis directrice RH, ça arrive souvent que je ne vais pas rentrer le matin de bonne heure. J'avertis bien sûr mon personnel, mais je vais travailler de nuit, je vais travailler de fin de semaine. Pour finir un projet, je ne suis pas obligée de faire du 9 à 5. Ça Donc, permet vous avez beaucoup, déjà
un esprit Oui, d'horaire ouvert. flexible. Ça Oui. fait partie de votre management. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on a eu le succès qu'on a eu au retour au travail. OK. Aziz, Joanne, peut-être une Joanne, il nous dernière... reste 4 minutes. Ouais. Il nous Oui. reste 4 minutes, donc il faut Une qu'on… clarification, Madame Santorge. Nous, Oui, on a identifié deux choses. Le télétravail, ce n'est pas le travail agile. Le télétravail, comme je vais donner un exemple et on va comprendre. Le télétravail, on commence à 8 heures, la personne doit être chez elle, devant un bureau, devant son PC, à 8 heures, comme tout le monde. Joignable, comme les techniciens, le système d'information. Ça, c'est le télétravail. Le travail agile, comme le contrôleur de gestion, il a un compte à rendre le mercredi et le vendredi à 14 heures. D'accord? Et ça, c'est des rapports qui vont permettre à la direction financière de projeter les résultats, des marges nettes, etc., etc. Ça, c'est juste une différenciation entre les deux. Maintenant, d'accord. le contrôleur de gestion peut travailler le lundi jusqu'à 3 heures du matin, ne pas travailler le mardi, et le mercredi, il a son rapport communiqué à temps. Par contre, D'accord. le Adil, technicien, je m'excuse, Adil, parce qu'on doit gérer le temps, mais si tu veux, on peut reprendre la discussion par la suite ou se fixer aussi un Zoom à part. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion. Mais dans ce que tu dis pour ton travail agile, tu as bien fait la distinction. Je crois que c'est vos mécanismes de gestion que vous avez fixés avec chacun pour dire ben, il y a des points fixes de jour et d'heure pour rendre les comptes et que la coordination de toutes les personnes en place. Je vais demander à Aziz, est-ce que tu as d'autres questions? Peut-être on peut prendre une question, il est 11 heures et après ça, je vais clôturer non, en 2-3 minutes. pas de questions, mais par contre, on demande à l'auditoire s'ils ont des questions, ils peuvent envoyer par courriel ou bien… Tout à fait. Ouais. Si vous avez des questions, vous pourrez acheminer par courriel. Donc, en conclusion, la période de COVID-19, c'est une période de changement pour tout le monde. Et puis, je vais peut-être juste reprendre ici. C'est une période de changement pour tout le monde. Plus vous allez être préparé, mieux vous allez faire face à tous ces changements-là en tant qu'équipe, en tant que gestionnaire, que ce soit directeur général, professionnel, directrice ressources humaines ou encore consultant. Aziz vient de le mentionner que si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser par email. On va se faire un plaisir. Et on vous invite aussi, pour ceux qui ont trouvé l'intérêt, il y aura une vidéo qui sera en place sur le site web du cabinet RHRE d'ici une semaine. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu assister à ce débat, ben, ils pourront consulter. Et vous recevrez aussi la présentation par email. Donc, un très grand merci à Mme Girard, qui était notre invitée aujourd'hui. On vous souhaite bonne continuation. Peut-être en 30 secondes, c'est quoi votre prochain défi? Chez nous, Oui? le prochain défi chez nous, ça va être de faire revenir les personnes qui, depuis longtemps, sont à la maison et qui ont développé, effectivement, à cause d'être restées à la maison, certaines problématiques, difficultés, maladies. La peur fait en sorte qu'on peut tomber malade assez facilement. Et le deuxième grand projet, ce serait de maintenir en place ce qui est déjà là. Parce que les habitudes reviennent au galop quand on se sent confortable. Et là, c'est de maintenir les mesures qui sont en place pour ne pas repartir dans une nouvelle pandémie. Mais ça, c'est dans toute chose qu'on fait un changement. Revenir à nos anciennes habitudes, bien, c'est facile. Donc, c'est de maintenir en place les mesures qui sont là durant le temps que la pandémie est encore. Il y a la courbe du changement, hein? C'est facile de retourner à l'arrière. Bien, un grand merci pour avoir été avec nous ce matin et partager l'ensemble de votre expérience. Puis, ben, on salue les dirigeants de Plastic Age Products. Merci beaucoup. Aziz, est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non, seulement on remercie tous les participants et, et j'espère qu'ils vont consulter notre site, puis après les webinaires qu'on va les lancer pour ce mois de juin et juillet. OK. Il y a Anna Dalia qui voulait dire un petit mot, peut-être. Anna, tu es toujours là? Je pense t'avoir alloué Ask to Unmute. Elle est là, oui, Anna. Allô, bonjour. Bonjour Anna, comment vas-tu? Bon, ça va bien, merci. Je suis contente d'être ici. J'avais posé une question par rapport aux droits de la personne. Qu'est-ce qu'on peut gérer dans cette période de retour au travail en lien les droits de la personne? Si vous avez des suggestions, je travaille pour la Commission des droits de la personne et mon intérêt d'être aujourd'hui avec vous, c'est par rapport aux droits de la personne, si vous avez un peu d'informations à ce sujet-là. Bien, brièvement, et on pourra peut-être développer par la suite, Anna Dalia, il y a deux éléments importants au niveau des droits de la personne tels qu'on les gère au Canada, là. Madame Girard a fait référence à la question de confidentialité sur toutes les informations de santé. Donc, on doit s'assurer que la personne est d'accord à diffuser ou autre, sinon ça demande un doigté là-dessus. Et l'autre droit fondamental qui est prescrit dans les lois de santé-sécurité, c'est que l'entreprise doit assurer un milieu sécuritaire. Donc, elle le devait avant COVID-19, elle le doit encore plus après COVID-19 à cause des précautions. Et je ne pense pas que le virus va disparaître en 2021. Il est là pour rester et peut-être se muter et nous apporter d'autres défis. Mais si jamais tu veux revenir avec quelque chose d'encore plus détaillé sur les droits, mais à retenir la confidentialité qui est de base et assurer le milieu sécuritaire pour tout le monde. Donc, on sait qu'en vertu des lois de santé et sécurité, une personne qui dirait que le milieu de travail n'est pas sécuritaire pourrait aller jusqu'au refus de travail. Et ça demande du doigté pour les professionnels RH. Oui. Merci beaucoup, Joanne. Merci à très bientôt. Puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous aurez un courriel de suivi. On vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous souhaite à très bientôt.